Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir notre coup de cœur sur Âme Dessine, celle qui a su nous réconcilier avec la vie, nous apporter des réponses accompagnées d'une paix incommensurable et enivrante de par ses propos, son vécu et ses expériences. Elle est désormais présente parmi nous afin de parler de son nouvel ouvrage, une canalisation spéciale d'un peuple, d'une civilisation qui ne cessera jamais de faire parler d'elle. Ancrée dans nos mémoires, son histoire est complexe, intemporelle, trop souvent relayée au statut de mythe, et pourtant, de nombreux éléments convergent et tendent à prouver le contraire. Ce nouvel ouvrage que j'ai lu est une pépite, un diamant, un trésor qui ne se cantonne pas à quelques élucubrations vaseuses et spéculatives suite à un rêve ou à une simple vision. Nous parlons ici d'une enquête médiumnique, historique, spirituelle, d'un témoignage personnel, d'un passé oublié, mais bel et bien présent dans nos cœurs, encore à ce jour. Alexis Ambre, bonjour et merci pour ta présence à nouveau parmi nous. Merci pour ces beaux compliments d'ouverture. J'en demande pas tant et j'ai l'impression, moi, d'être toute petite. C'est nous qui sommes vraiment en admiration. Il y a eu énormément de retours dithyrambiques. On, bien sûr, enverra les gens vers ta maison d'édition pour tous ceux qui cherchent à te contacter parce que je sais par avance que je vais avoir beaucoup de sollicitations, comme à chaque fois. On va commencer vraiment dans le vif du sujet par rapport à cet ouvrage Atlantide, Is, la sacrifiée. Entre mythe et réalité, je vais prendre en tout début du livre cette citation de Platon qui disait « L'Atlantide, les habitants avaient acquis des richesses en telle abondance que jamais sans doute avant eux, nulle nation royale n'en posséda de semblables et que nul n'en possédera aisément de telles à l'avenir. » On parle ici d'une réalité assez palpable pour beaucoup de personnages historiques. Tout à fait. Et il n'y a pas que lui. Dans les temps anciens, y compris quand il y a eu l'éruption du Vésuve à Naples, que Chaplin l'Ancien, qui parlait aussi des Atlantes. Je pense que ce sont des mémoires ineffaçables, mais comme on n'avait rien pour étayer cette sensation, ces idées, souvenirs inconscients, on est d'illusions, de légendes. Il y a des peuples extraordinaires qui ont vécu dans cette période-là. Et actuellement, j'ai remarqué que les archéologues qui font des fouilles un peu partout découvrent des ruines sous des tonnes et des tonnes de sable, entre autres dans le désert, de villes auxquelles ils ne s'attendaient pas et se demandent d'où viennent ces constructions, d'inscriptions sur les murs qui sont dans un langage incompréhensible. Comme au début, en Égypte, on a commencé à lire les hiéroglyphes, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des civilisations. On imagine toujours que nous sommes les seuls sur Terre, et on a créé le monde, on sait mieux que tout le monde. Et avant nous, il y avait les hommes de Cro-Magnon. Ben non, avant les hommes de Cro-Magnon, il y a eu des civilisations extrêmement avancées qui ont disparu. La Terre est une magie. Elle est partie d'une goutte d'eau au départ dans sa création. Et la goutte d'eau s'est solidifiée, s'est transformée en cristal, en dodécaèdre. Et puis, au fur et à mesure, elle s'est construite et de civilisation en civilisation, pour des cycles que j'explique d'ailleurs dans ce livre. Enfin, on m'a expliqué parce que moi, je ne fais que transmettre. On meurt, on renaît, les civilisations meurent et renaissent, puisque la Terre est une école. Et quand on a fini l'école, on va travailler autre chose, autrement, dans d'autres univers. Et la Terre, c'est qu'un tout petit grain de sable dans cet univers incommensurable. Et nous, on est des micro-particules dans cette particule qui est la Terre. Mais quand on réfléchit à ça, c'est magique. C'est magique. Pour moi, la vie est magique. Et j'explique souvent aux personnes qui viennent me voir que quand j'étais posée et que je regardais la Terre au loin, après avoir pris mon sac, j'étais bien bel et bien morte. Elle est tellement belle, tellement fragile qu'on a envie de la prendre dans ses bras. Et c'est pour ça qu'on y retourne d'ailleurs. C'est parce que on la quitte, mais on revient pour pouvoir continuer son travail en oubliant totalement les épreuves qu'on a vécues avant. On est des comédiens. Et le comédien laisse son scénario dans la loge et descend sur son rôle. Il a oublié peut-être que dans le rôle qu'il avait choisi, ce serait un assassin, ou ce serait un brigand, ou ce serait Saint-Glinglin. Il fait sa vie et puis
il joue son rôle avec tout ce que cela implique, puisque l'ego du mental étant le maître. Et l'école de la Terre, c'est de triompher de cet ego du mental pour ne trouver que l'ego de l'être. Hmm. Et l'être, c'est 90% de la connaissance qu'on n'utilise pas. Et ça fait partie d'ailleurs d'une des conclusions de ce nouveau livre, notre rôle et notre responsabilité dans l'évolution de la vie sur Terre. On y reviendra, on va essayer de ne pas tout dévoiler, c'est ce que je te disais en off juste avant, j'ai envie d'être très exhaustif. Je vais citer énormément de passages, mais on va bien entendu vous inviter à vous procurer l'ouvrage pour avoir tous les éléments de ce récit. Alors, bien sûr, l'Atlantide, beaucoup de gens fantasment sur cette civilisation. C'est un grand mystère. Est-ce une légende? Était-ce une île? A-t-elle réellement existé? Est-elle dans l'océan Atlantique ou en Méditerranée? Et toi, les informations qui te sont parvenues, elles t'ont été dictées quand tu roules à 130 km/h sur la 10. Francky, ta sœur, qu'on salue au passage, elle a toujours une sorte de bloc-notes sur elle et elle a eu le réflexe de noter ce qui te venait à la vitesse de la lumière et toujours à 130 km/h sur l'autoroute, c'est ça? Oui, c'est ça. Au départ, effectivement, c'était simplement un petit bijou qui cliquait autour de son cou, où il y avait un petit dauphin, sa médaille de baptême et puis un petit cœur en or, et ça cliquetait dans les soubresauts de la voiture. Et elle me dit, en riant, parce que Francky est peintre et elle peint des choses absolument magnifiques, et elle me dit, oh, ça serait un très beau pour un livre d'enfant, l'enfant, la turquoise et le dauphin. Et j'ai répondu, oui, ça serait une très belle idée, donc toujours à 130, comme tu dis. Et puis, d'un coup, je suis partie à parler et elle a eu le réflexe de sortir son calepin. Et on nous a raconté l'histoire d'un personnage, d'un jeune garçon en Atlantide. Enfin, il faut lire la petite histoire, cette petite légende magnifique. Et quand on est arrivé au péage, puisque je suis en dessous de Bordeaux, à Saint-Arnoul, la voie s'est arrêtée et quand j'ai repris la route pour continuer et descendre plus bas, il y avait plus de métal, il y avait pas du tout. Et 15 jours après, en reprenant la route pour remonter sur Paris, repasser le péage, la voie est revenue. et raconter la petite histoire pour les enfants, pour lesquels Francky d'ailleurs a dessiné un dauphin, une sirène, ce sont ses dessins à elle. Qui étaient venus au fur et à mesure que je parlais. Alors justement, au-delà de cette histoire pour les enfants, on a tout un récit sur l'histoire concrète, presque complète, de ce qui s'est passé, de toutes les péripéties, de toutes les mésaventures qu'ont subies les peuples atlantes. On a une cartographie, on a aussi des explications, je vais me permettre de faire des citations. Tu dis que lors de tes travaux sur la géographie sacrée de la Terre, en collaboration avec des architectes et des chercheurs, seul un Français était dans le groupe, d'ailleurs tous les autres étaient hollandais ou anglais, donc on a là affaire à une association internationale. L'un d'eux t'a demandé si tu avais eu des informations sur l'Atlantide. Un peu gêné devant ces savants, tu résumais ce que tu as raconté dans le livre. Quelques jours plus tard, il te soumettait la lecture d'un rapport de l'armée américaine datant de 1957, racontant que l'Air Force, étant chargé de prendre des photos aériennes des côtes américaines en vue de retravailler les cartes de géographie, avait constaté alors que l'océan Atlantique vivait la plus grande marée du siècle et que ce recul des eaux laissait apparaître des cratères sous-marins gigantesques, jamais répertoriés, qui laissaient entendre qu'un engin colossal avait percuté la Terre, faisant dévier le Gulf Stream. Donc le rapport continuait, ses explications qui corroboraient le récit de la seconde destruction de l'Atlantide et plus encore. Mais ce papier étant top secret, tu n'as pas pu avoir une copie pour information. C'est déjà là tout de suite une information explosive que tu nous transmets en début d'ouvrage. Oui, c'est vrai que eux, ce sont des chercheurs. Parce que maintenant, ils sont tous partis dans la lumière. Nous, on est des vieilles personnes. Je survis à certains. Enfin, j'aurais une autre mort maintenant. J'aurais une deuxième mort, quoi qu'il en soit. Ce que je ne dis pas jusqu'au bout, c'est qu'on ne sait pas à quoi ressemble le fond de l'océan Atlantique. C'est tellement profond, on ne sait pas. Ils ont donc envoyé des bathyscaphes, ils ont fait des prélèvements, ils ont daté au carbone 14. Moi, là-haut, on m'avait dit que cet engin était tombé sur Terre il y a 1500 ans, et eux, ils dataient 8495. Alors, on va faire des recherches, on va aller beaucoup plus loin. Tout ça en top secret, bien sûr, parce que les savants de maintenant qui sont persuadés de leur vérité, si on va leur dire le contraire, ils sont pas contents. Donc,
par respect pour eux. Donc, ils ont envoyé des chercheurs, ils ont demandé à l'Italie, à l'Albanie, à l'Inde de faire des prélèvements au carbone 14 parce qu'ils se sont dit si un engin pareil est tombé, c'est le principe d'Archimède, hein, tout corps plongé dans un liquide reçoit de la part de ce liquide une poussée verticale de bas en haut dont l'intensité est égale au liquide déplacé. C'est-à-dire que si tu fais un plouf de 16 000 tonnes, ben, ça fait une vague de 16 mètres de haut et voilà, c'est proportionnel. Donc, l'engin qui est tombé laissait entendre qu'un tsunami soulevant l'océan Atlantique, la lave, etc., allait se déverser sur un chemin très précis qui pouvait aller jusqu'en Inde. Donc, si on faisait des carottes au carbone 14, on pouvait envisager peut-être de retrouver des alluvions de l'océan Atlantique, des coquillages, parce que chaque océan a sa particularité, et donc faire ces prélèvements comme ça. Et ils ont retrouvé jusqu'en Inde, effectivement, dans les zones qui avaient été à peu près repérer des coquillages, du sable, des laves, des pierres ponces, etc., qui venaient de l'océan Atlantique. Et donc, ils ont eu confirmation qu'il y avait eu un truc, mais comme dès qu'on raconte une vérité aux gens, ça leur fait peur. Puis en même temps, ça remet en question tout ce qui avait été dit et on n'aime pas trop la remise en question. Oui. Chez les humains, les égos sont trop importants. Donc, on n'en a pas parlé. Et il y avait eu confirmation. Et ils expliquaient aussi, donc, ils avaient repéré, quand ils ont fait ces recherches sous-marines, qu'il y avait donc le lit d'un fleuve sous-marin qui avait été creusé, mais qui n'était plus alimenté, qui semblait longer un continent ou une terre, en tous les cas. Ils ont donc supposé que c'était l'Atlantide. Et que l'explosion qui avait détruit ce continent avait avait permis à ce fleuve de changer de circuit. Et c'est le Gulf Stream qui nous a amené ce climat continental qui est en France maintenant, qu'on n'avait pas avant, puisqu'avant, la France était couverte de glace. Ils ont eu confirmation de tout ça, mais je ne pouvais pas le mettre. Il fallait juste que je donne un simple exemple auprès de ces gens qui sont des chercheurs qui étaient des chercheurs, des mathématiciens, et puis qui se faisaient appeler les chercheurs romantiques. Les chercheurs rationnels n'aiment pas qu'on remette en question leur certitude. Tu parles d'un simple exemple, mais j'ai décortiqué ton livre. J'ai retrouvé le passage à l'instant. Tu dis l'île s'était formée des millions d'années en arrière au moment de la séparation des continents Europe-Amérique. Dans ce déchirement créant cette ouverture, la faille atlantique ayant bouillonné, faisant jaillir du fond de l'océan des montagnes, de volcans expulsant leur lave, créant ainsi tout du long une terre comme une barrière entre les deux nouveaux continents ainsi séparés, inimaginable mouvement de la terre éructant son feu, puis se stabilisant en fin de compte. Ainsi, l'île de l'Atlantide était née. Aujourd'hui, il ne reste que très peu de traces de cette langue de terre, quelques îlots éparses ayant jailli à leur tour bien plus tard, les Açores et les Antilles que tu cites, comme des bubons provoqués par la terre, non pas pour laisser un souvenir, mais parce que la terre toujours vivante réagit aux coups qu'elle se porte ou qu'elle subit. Le fleuve sous-marin appelé Gulf Stream, partant du pôle Nord, longeait la côte ouest de l'île, ce qui donnait un climat continental, alors que la côte est, où se situait Is, était froide dans les hivers. Alors Is, on va y venir, parce que pour l'instant les gens ne peuvent pas vraiment comprendre de quoi il s'agit. Il y a effectivement tout un portrait qui est effectué par rapport à ce peuple atlante, puisque l'un d'entre eux, alors je ne sais pas quelle est cette voix qui te parle, mais tu as un récit vraiment complet des mœurs, de la philosophie, de leur manière, de leurs us, de leurs coutumes. Il évoque une première disparition, comme tu l'as dit juste avant, 8500 ans en arrière, puis une autre bien avant, il y a 15 000 ans. Oui. Il évoque aussi le fait que nous avons perdu 5000 ans dans notre avancée par entêtement, orgueil et vanité. On y reviendra en fin d'émission, Oui. parce que c'est un peu la grande conclusion. Et il nous dit « Mer était le paradis. Notre conversation avec l'éternel instant était incessante. Nous savions, arriver à la fin de notre parcours, que de jeunes élèves arrivaient progressivement sur Terre et finiraient par nous envahir, mettant fin à notre île. L'axe nord-sud de Mer qui est la Terre bien entendu,
selon eux, se situait plus au sud, en dessous de l'Islande, et vous constatez que votre actuel nord a bougé de 2 degrés nord-est. L'île de l'Atlantide vivait un climat glacial au nord, l'hiver chaud au sud, tropical, celui-ci se situant au parallèle de Dakar. Les côtes ouest étaient réchauffées par ce que vous appelez le Gulf Stream, on y revient, et le continent européen était bien entendu différent. Votre France était froide comme les steppes de Sibérie et couverte par des forêts denses. Tu as réussi à visualiser aussi toute cette géographie pendant que tu étais en train de l'écrire? Ce qui est très difficile à expliquer, c'est que quand je voyage comme ça, quand je reçois des images, je suis dedans avec les odeurs, les parfums. Je vis dedans, je le vois. C'est la même chose quand une personne est dans le coma et qu'on me demande de l'aider, de l'accompagner si c'est son heure ou pas son heure, ou de la ramener. Je me déplace et je vois. Or, quand j'écris, là, je suis encore en train d'écrire un autre livre, je suis totalement projetée dans l'époque. Je vis les états d'âme, les émotions, c'est difficile à expliquer ça, hein, mais et je ne suis pas moi, je ne suis plus moi. Francky, comme toutes autres personnes qui ont travaillé avec moi, qui sont venues me voir, ont fait le constat. Je suis dans un autre monde et j'étais transportée aux temps anciens, 15 000 ans en arrière, tu vois. Donc, je suis avec les personnalités qui me parlent. Et puis, je les vois, parce que même si elles ne sont plus sur Terre, on est vivant quand on est de l'autre côté. Et je les vois. Donc, on discute comme toi et moi, on est en train de discuter en ce moment. Et c'est dingue parce que j'entre en pleine immersion avec toi. Je pense que tous les lecteurs, ce sera la même chose. Je reviens à ce choc. Cet ouvrage parle bien du premier choc, de la destruction il y a 15 000 ans, hein, par un peuple venu envahir les Atlantes. Oui. Ben, tu sais, quand tu regardes simplement les actualités actuelles de tous ces hommes qui veulent conquérir tous les mondes, tous les pouvoirs, on va dire que ceux qui ont envahi l'Atlantide sont des Poutine, des Netanyahou, des Trump et compagnie, qui veulent tout conquérir, tout prendre, ce qu'ils n'ont pas et que les autres ont réussi ont réussi à construire pleinement. On peut imaginer simplement ce peuple. Il n'était pas le seul d'ailleurs, parce que le peuple atlante, a été aussi. Il y avait d'autres civilisations très très avancées qui avaient le même niveau de conscience. C'est pour ça qu'on confuse beaucoup avec la Méditerranée, où on pense que les Atlantes étaient en Méditerranée, alors qu'il y avait les ancêtres des Phéniciens qui étaient là et qui avaient la même connaissance, la même ouverture de conscience, la même réalité d'être, parce que l'école de la Terre, c'est ça, hein, c'est de voir au loin, on meurt jamais, on est vivant en haut, en bas, et il n'y a pas d'ego, l'ego est équilibré, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un caractère fondamental pour vivre sur Terre, parce que la Terre est pas facile, hein, il y a des plantes venimeuses, il y a des serpents, etc., et il faut savoir s'en défendre, mais sans chercher à conquérir. Nous, les hommes, nous sommes les animaux les plus cruels de la planète, on cherche à tout conquérir, à tout avoir. Et donc, dans l'éducation que l'on reçoit, dans le lâcher-prise, où on ne rentre plus dans les ambitions de dire je prends le plus beau, le président de la République ou enfin peu importe qui s'enorgueillit de costumes et de tout ce qu'on voudra, c'est l'équilibre entre les forces, chacun reconnaissant la puissance spirituelle de l'autre. Et donc, les Atlantes avaient atteint ce niveau-là, et d'autres civilisations avaient atteint ce niveau-là, et ils échangeaient, commerçaient, ils voyaient tout, mais ils avaient oublié ce qu'était l'ego du mental, dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Voilà, et ils étaient dans l'ego de la tête. Voilà, c'était que doit être la Terre. La Terre est un paradis, je dirais que c'est la maquette du paradis, hein. La Terre, c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est son réservoir de connaissances où tout existe, tout ce qui existe dans l'univers et qui est matérialisé sur la Terre. Et l'esprit qui prend une apparence, parce que la Terre est très lourde, très étroite, très contracté, donc il faut un scaphandre pour rentrer dans ce décor, eh bien, vient entretenir toute cette magnifique beauté qu'est la Terre pour permettre d'ensemencer d'autres planètes en création. Donc, c'est une très belle mission, mais c'est vrai que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir, la Terre, c'est aussi Koh Lanta ou Fort Boyard. Ben, moi, je ne m'inscris pas à Koh Lanta, hein, ni à Fort Boyard. Hein.
tu vois. Mmh. Pourtant, dans ma jeunesse, j'étais assez sportive, donc j'aurais pu m'amuser à faire ce genre de choses. Je l'aurais jamais fait parce que, c'est voilà, c'est donc la terre est magnifique et l'esprit qui reprend une apparence, vient faire cette école de la terre pendant 25 000 ans où il apprend à d'abord à être tout petit, puis au fur et à mesure, il grandit et puis au fur et à mesure d'incarnation en incarnation, il finit par être agrégé de l'école de la terre, puisque la terre est une école. Il y avait des peuples en maternelle qui arrivaient et qui enviaient le voisin. Je te prends ta place, pourquoi tu as créé ça, je veux en faire autant, alors qu'ils n'avaient même pas ni la connaissance, ni les capacités intellectuelles de le faire. C'était des brutes de fonderie. Je voyais, et quand j'écrivais, j'avais l'impression d'avoir affaire à des Vikings. Tu Mmh. vois, ça fait penser aux Vikings un petit peu Mmh. dans leur façon d'être, alors qu'en fait, ces Vikings, on dit beaucoup de choses sur les Vikings. Effectivement, c'était des conquérants, mais c'était des gens hautement spirituels aussi. On ne les connaît pas. On suppute, on suppose sur tout ce qu'on fait au niveau de l'histoire. Ce ne sont que des suppositions, tu vois. Alors que quand on se projette là-bas, tu vois, au début, j'ai travaillé au moment où je doutais encore beaucoup de tout ce qui m'arrivait parce que c'était tellement énorme. J'ai eu affaire un jour à une archéologue et elle amenait des silex et en prenant les silex dans mes mains, je me suis retrouvée dans les zones où elle était et je lui ai dit qu'il y avait des mines de quartz. Elle m'a dit: «Oui, il y a des mines de quartz». Elle me dit: «Mais alors ça servait à quoi?» «Bah, ça servait de monnaie d'échange». Voilà, parce que déjà, on faisait du troc, on échangeait un silex contre voilà, mais et qu'est-ce qu'on sait de tout ça? On passe de vie en vie. Est-ce qu'on se souvient de sa petite enfance déjà? Hein? On se souvient de sa vie dans le ventre de maman? Non. Donc, bah, tout est comme ça. Or, l'homme a 100 de capacité, il a des milliards de neurones, des milliards de synapses et 100 d'ADN dans son cerveau et on n'utilise que 10 de cet ADN du cerveau. Et les 90 autres de cet ADN sont appelés ADN poubelle par les scientifiques. Et quand ils ont cherché à comprendre pourquoi, parce que le cerveau, c'est une pure merveille de fabrication, et ça, je ne cesse de le répéter à tout le monde, ils ont découvert effectivement les kinésies, la téléportation, la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience. Mais ça n'a pas été publié sur BFM-VC, hein. Non. Mais si on voudrait Non, faire preuve voilà. un peu de cynisme, on pourrait se dire, mais ils sont naïfs ces Atlantes. C'est pas de la naïveté, ça pouvait paraître de la naïveté. En fait, ils avaient totalement oublié, ils le disent d'ailleurs, oublié ce qu'était la concurrence, la compétition, la guerre, la méchanceté, la jalousie, l'envie. Ils étaient l'instinct, ils étaient sans inhibition, sans recherche de pouvoir. Le mot pouvoir, c'est quelque chose qui n'existait pas. Ils avaient des capacités, ils n'avaient pas le pouvoir. Or, les petits hommes qui arrivaient, qui commençaient à apprendre à marcher, à lire, à compter, enviaient ces êtres magnifiques qui ne savaient pas ce qu'était la méchanceté, la cupidité, voilà. Et eux voulaient tout ça, ils voulaient conquérir ça. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait 25 000 ans de cycle pour arriver à cet état-là. Hmm. Voilà, c'est tout. Il est dit dans l'ouvrage, nous avons manqué de vigilance par rapport à l'homme lui-même, alors que nous étions prêts à affronter toutes les violences de la terre. Toi, tu nous expliques que le peuple était très évolué, la connaissance des plantes médicinales avait écarté de nombreuses maladies, il n'y avait pas, dans la mentalité générale, de but mercantile. On parle effectivement de troc à plusieurs passages dans l'ouvrage, et là, il y a une description, mais alors époustouflante de l'île. Il y a des cartes aussi qu'on va diffuser à l'image. Tu nous expliques que l'île était longue de 5100 km et large de 800 km. Il y avait 30 millions d'âmes en Atlantide. Sa capitale Atlantis comptait 3 millions d'habitants. Is en avait 600 000. Il y avait des petits bourgs, des villages éparpillés aux alentours. Près de 100 000 habitants regroupés dans chacun de ces villages. D'autres villes importantes et de grands ports jalonnaient ces côtes d'est en ouest. Tu précises que le peuple atlante était beau. Les hommes étaient grands, musclés, par une activité sportive quotidienne et simple, par des méditations matinales, ainsi que les femmes. De taille moyenne aussi, elles étaient belles, élancées, blondes de peau, les yeux bleus, les cheveux longs. Les hommes portaient souvent la barbe, ils étaient vêtus de tenues souples et pratiques. Du fait du froid intense dans le nord, les vêtements étaient thermiques et imperméables. Les hommes portaient des pantalons ajustés au corps et des tuniques molletonnées, moulantes. Les femmes portaient les mêmes vêtements. L'été, bien sûr, c'était différent. Les hommes gardaient des pantalons fins, minces,
On a une description complète. Oui, le peuple du Nord était blond aux yeux bleus, le peuple du Sud était café au lait aux yeux verts. Tu es un Atlante, toi. Quand je te regarde, je te reconnais. Les femmes étaient dans le Sud, oui, café au lait, comme les belles Antillaises magnifiques. Et il n'y avait pas de problème non plus, ni de choix de couleur, ni de racisme, ni de choses comme ça. Et c'était connu comme ça. D'ailleurs, les descendants des Atlantes actuels, des survivants, des suites des survivants après toutes ces catastrophes, c'est d'abord tous ceux qui étaient dans les montagnes, et qui ont vécu dans les grottes parce qu'il fallait survivre. Et il y a les Berbères, les Kabyles, qui sont des ancêtres. Il y a les Dogons, qui sont les ancêtres aussi, qui ont été initiés par les Atlantes. Les Basques aussi sont d'anciens, mais ça remonte à 15 000 ans. Hein. C'était des peuples mélangés, mais pas. Enfin, il y a beaucoup de choses encore à dire par rapport aux races, parce que la race blanche est arrivée sur Terre il y a 200 millions d'années. La race humaine sur Terre est de couleur café au lait ou noir. La peau noire est terrestre. La peau blanche, elle vient d'ailleurs. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un autre livre par rapport à ça. Je suis en train d'en écrire 2 d'ailleurs. Mais je te dirai pas tout. Je te le dirai dans l'oreille. Bon, on est impatient d'en savoir plus. Voilà, donc c'est vrai que c'était des êtres aboutis, on va dire aboutis. Tu nous dis qu'Atlantis était la capitale et que l'île comptait 7 grandes villes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Non. Is n'était pas la capitale, c'était Atlantis qui était la capitale. Elle était au sud. Is, c'était une grande ville comme Lyon, grande comme Lyon et chapeautée par un volcan comme Naples, tu vois. Donc un volcan qui était éteint depuis il y a un peu plus de 500 ans, qui grondait de temps en temps, mais qui n'avait pas d'activité propre. Il y avait plusieurs volcans comme ça, dont aussi un gigantesque qui s'appelle le mont Atlas, qui, lui, est culminé à 7000 mètres d'altitude, un petit peu plus de 7000 mètres, et qui était dans l'île, si on regarde l'île par rapport à la Méditerranée, qui était en face du détroit de Gibraltar. Hein, et c'était l'Atlas, on l'appelait l'Atlas. Hein, Atlas qui dominait le monde parce qu'il était gigantesque. Et quand pour la deuxième destruction, cet engin est tombé, il est tombé dans l'océan Atlantique. Et d'ailleurs, le triangle des Bermudes est un endroit d'impact très important. Et le tsunami que ça a créé a soulevé la lave, les cendres qui sont soulevées à soulevant des fumées absolument incroyables. Et ces fumées ont mis 9 années avant de se dissiper de l'atmosphère terrestre. Toute l'atmosphère terrestre a été complètement asphyxiée par ces nuages volcaniques provoqués par ce choc. Et Atlantis, donc, était au nord. C'était une ville, oui, il y avait... c'était grand comme Lyon, des montagnes entourant les volcans, et c'était des villes très aérées, très ouvertes. Il n'y avait pas d'immeubles qui faisaient 70 étages ou 120 étages. C'était vraiment des maisons claires, aérées, etc. Les gens vivaient en harmonie avec la nature, avec la lumière. Ils vivaient au rythme des saisons, au rythme des couchers de soleil et des levées de soleil, et en même temps, il s'émerveillait de chaque instant. Tu sais, depuis que le ciel me permet de faire ce que je fais, c'est ce que faisaient les Atlantes. Je me déplace quand j'en ai envie. Quand j'en ai envie à distance, j'entends, mais je peux pas me déplacer comme ça en voiture parce que ça me fatigue. Mais par contre, je voyage. J'ai pas besoin d'aller en Italie ou aller à Bali. J'y vais par la pensée, parce que la pensée est une entité réelle, hein, et qui se construit. Tu vois, une forme pensée est une entité réelle qui dure aussi longtemps que tu émets ta pensée. Alors, tu t'imagines les pensées négatives que tu peux entretenir. Ça te fait tes petits diables, ça, hein. Mais c'est hallucinant parce que tu arrives à détailler, à géolocaliser tous ces endroits. Tu nous parles d'une île qui s'est formée donc suite à de nombreuses éruptions volcaniques, on en a déjà parlé, et qui est rattachée. Donc, tu nous parles du Venezuela, du Suriname. On a vraiment... Si on pouvait investir dans des fouilles plus poussées éventuellement, aujourd'hui, on retrouverait forcément des faisceaux d'indices, des éléments qui peuvent venir corroborer ça. Tu nous parles des côtes ouest des Antilles actuelles. Oui.
Mais on commence ça, tu vois? Ce que l'on découvre maintenant, ce qui est expliqué dans le livre, c'est que quand il y a eu donc cet impact, phénoménal, il y a eu 1 500 ans, la Méditerranée était une mer intérieure, tout était fermé, hein, comme, la mer Rouge, la mer Morte, enfin la mer Rouge, non, elle est ouverte, sur le Pacifique, mais, c'était une mer intérieure et là, maintenant, ils commencent à en parler. Maintenant, dans les recherches, ils commencent à en parler. Et les géologues et les architectes avec qui j'ai travaillé à l'époque, moi, je me sentais tellement nulle, tu vois? 2 et 2, ça fait 4. Je sais même pas me servir d'un ordinateur, donc ça te laisse entendre que j'étais face à ces gens terriblement, cultivé avec un savoir, géométrique, mathématique, étonnant. Je vais te raconter, on travaillait sur les champs d'énergie. Ces gens-là étaient chargés aussi de rechercher, d'ouvrir des fenêtres cosmiques. Quand on veut envoyer une fusée dans le cosmos, on parle de fenêtres cosmiques. On trouve ça tout à fait naturel. Or, en fait, il faut les calculer. Or, la Terre ayant bougé d'axe très souvent à cause de tremblements de terre très violents, a bougé son axe et il fallait recalculer les fenêtres cosmiques pour pouvoir envoyer les petits machins électroniques là-haut dans le ciel pour qu'on puisse avoir nos ordinateurs. Un jour, l'un de ces chercheurs, donc c'était un Anglais, donc je suis partie à Exeter avec eux parce qu'ils avaient calculé que là, dans certaines forêts, il y avait une fenêtre cosmique. Alors eux, arrivaient avec leur compas, leur règle, et moi avec mon grand nez, tu vois? Avec les doutes que j'avais aussi parce que, j'étais tellement, mais en même temps, c'était des gens d'une très grande simplicité. Je pense que c'était des réincarnations d'Atlante, tu vois? Voilà donc on s'est retrouvés dans cette forêt, eux avec leurs chiffres et leurs cahiers et leurs comptes. Je suis partie, bille en avant, dans la forêt et à un moment donné, je me suis arrêtée, j'ai dit: «C'est là». Et eux, avec parce que j'étais dans la vibration et eux, avec leurs engins, disent: «Ah bah oui, c'est effectivement là, tant de degrés, machin, machin, machin». Je me suis assise en tailleur par terre pour ouvrir cette fenêtre sur un plan énergétique. Paraît-il, parce que, bon, moi, je suis en transe, donc je sais pas, mais Francky, avait demandé à m'assister pour la première fois. Elle voyageait pour la première fois avec moi dans ce genre de choses, alors que j'avais fait plusieurs voyages ailleurs avec ces chercheurs. Et paraît-il que, j'ai décollé du sol et j'étais en lévitation. Le jour où on a fait ça, en plus de ça, c'était en pleine lune, il faisait un temps magnifique, le ciel était d'un bleu extraordinaire et quand je suis revenue de cette transe, à ce moment-là, il y a eu un coup de tonnerre, un nuage gros comme une puce et il s'est mis à pleuvoir, ce qu'on appelle, une tempête tantrique, hein. C'est les grands sages, de Tibet, une tempête tantrique et pof, le ciel bleu est revenu, on avait bien ouvert la fenêtre, ça avait été authentifié. Mais fallait l'avoir vécu pour pouvoir y croire, parce que c'était tellement phénoménal, même pour moi, quoi. Parce que, et quand Francky m'a dit, mais tu lévitais avec une espèce oui, de vapeur autour de toi, c'était étonnant, et tous ces messieurs étaient là tout autour. Et moi, je suis la grande bignole frustrée, je suis la concierge du ciel, mais je suis un instrument. Je suis un instrument, voilà. Mais je ne me sens pas ni spoliée, ni parce que quand on me raconte ce que je vous transmets, ce qu'on me demande de transmettre, c'est merveilleux, c'est une chance extraordinaire. Voilà. Et les Atlantes, eh bien, vivaient ça à chaque instant. Au niveau des corroborations, effectivement, il y a des géographes qui ont effectué un ouvrage, Mirror of the Free, The Book Depository, à Gloucester. Des cartes montraient l'évolution des continents depuis 1 million d'années jusqu'à la deuxième destruction de l'Atlantide, il y a 9000 ans au moins, et convergent avec ce qui a été donné au cours de ces séances dans le subtil. Donc oui, c'est assez impressionnant. Ouais. Exactement. Et ça, quand j'ai vu ça l'autre jour, j'étais éclatée de joie. Et j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, le mari d'une vieille amie, et elle me dit, est-ce que ton livre sur l'Atlantide est sorti? Et lui me dit, ah bon, vous avez écrit un livre sur l'Atlantide? Je dis oui, je savais pas ce que faisait ce monsieur, hein. Je dis oui, il sort là le 7 octobre, etc. Et lui, vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors bon, je résume très rapidement. Je dis, mais bon, comme les géologues en France sont les derniers à vouloir accepter ce genre d'enquête, j'en parle à personne.
Et il se met à rire et il me dit, je suis géologue, mais je vous rassure, j'ai fait mes études à Manchester. Et à Manchester, on savait que l'Atlantide était en plein milieu de l'océan Atlantique. C'était rigolo, quoi. Parce que je m'y attendais pas du tout. Et je le remercie parce que on te met le tampon sur ton visa, tu vois. Alors, on va décrire un peu plus ce peuple atlante. Il y a quand même une organisation, une direction par région avec 7 gouverneurs. Donc, pour cette région, tu précises que le gouvernement était dirigé par un sénat composé de sages, de clairvoyants et d'astrologues. Bien sûr, les habitants de l'Atlantide étaient particulièrement évolués, très avancés, tant spirituellement que technologiquement. Peuple d'une grande sagesse, pacifique et bon. Alors, on va vous remettre des cartes aussi en visio, parce qu'il y a des cartes impressionnantes, dont une qui a été effectuée par des scientifiques, et une, c'est toi qui l'as illustrée, je pense. C'est bien ça? Oui, c'était en dessin automatique. Ça a été dessiné au fur et à mesure que j'écrivais. Et tu précises que les gouverneurs de région n'étaient pas des élus, il n'y avait pas d'intrigue politique, de complot, pas plus que d'ambition de règne. D'ailleurs, ces gouverneurs ne décidaient de rien. Régulièrement, un quorum se retrouvait pour faire le point. La porte était ouverte à tous. Et ça me fait penser au référendum d'initiative citoyenne, moi qui ai interviewé, qui est ami avec Étienne Chouard. C'est ce qu'on demande, c'est ce que demande le peuple aujourd'hui, en fait, finalement. Exactement, exactement. On demande à chacun son avis et on regroupe les avis et voilà. Mais là, ici, non, il y a un tel goût du pouvoir, c'est pathétique et ils ne savent pas, ces messieurs et ces dames qui font de la politique, qu'ils seront obligés de revenir en étant des tout petits et que voilà. C'est terrifiant, terrifiant. Mais eux, là-haut, enfin, au temps des Atlantes, c'était, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la gestion de l'État, tout le monde avait son mot à dire, tout le monde était concerné. Et donc, on échangeait, on discutait, on partageait. Et quand ils ont commencé à avoir à défendre leur territoire au début des envahisseurs, et où ils étaient effectivement loin, ils partaient dans les étoiles, ils voyageaient dans l'infini, mais ils n'avaient pas de canon, ils n'avaient pas de bombes, ils n'avaient pas de napalm, ils n'avaient pas de bombes atomiques, etc. Même s'ils se servaient de l'atome à des fins positives, ils savaient pas très bien comment faire. Et pour lutter et renvoyer ces gens-là, même s'ils savaient qu'ils étaient arrivés au terme de leur école, quoi, l'école de la vie sur Terre. Et c'est là qu'ils ont, dans ce combat qu'ils ont dû amener, et ça tu as dû le voir dans les rencontres, les réunions qu'ils ont faites pour essayer de se défendre de ces envahisseurs, où ils ont commencé de temps en temps à s'énerver, à se contrer un petit peu. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs, mais il y en a certains qui s'agaçaient parce que c'était pas comme ils le pensaient. Voilà. Là, et d'un seul coup, ils se sont rendus compte qu'ils reprenaient de façon instinctive les basses habitudes du petit homme. Ce groupe d'envahisseurs, on va en parler, parce que c'est un petit peu là Oui. l'intrigue. C'est là aussi le drame de ce qu'a dû vivre cette civilisation. Tu parles d'un nouveau groupe d'hommes, des élèves de la future humanité, vibrant dans le signe du Sagittaire, influençant le caractère de chacun dans son côté guerrier, violent, possessif, entier, désirant tout posséder, tout dominer, tout diriger et conquérir, enviant les peuples voisins, voulant parvenir à acquérir leur technique à tout prix. On parle ici des Poldars. Alors, oui, ça n'a rien à voir avec les Polonais. Oui. Alors, ma mère qui te suit assidûment a employé ce mot et l'a adopté pour tous ceux qui l'insupportent. Elle a raison. C'est génial. Ouais, elle a raison. Ben voilà, c'est-à-dire que c'était un peuple, donc c'est notre civilisation qui était naissante. Les Atlantes avaient atteint donc 25 000 ans de cycle et les Poldars, ils étaient à l'ère du Bélier. Alors l'ère du Bélier, si on compte dans les cycles, je sais plus combien c'est, on a 15 000 ans de retard. Donc ils avaient 10 000 ans d'école de la Terre.
Donc ils étaient les béliers, c'est-à-dire je fonce dans le brouillard, je conquiers, œil pour œil, dent pour dent. C'est la Bible, tu vois, œil pour œil, dent pour dent. Dieu vengeur qui va te punir, qui est le Dieu, etc., etc. C'est la Bible. Et puis alors que les Atlantes, eux, étaient dans la pacification. Ils n'a essayé de discuter, de négocier, mais si vous voulez un peu de terre, on vous en donnera. Mais on leur a pas demandé, on a envahi. Et là, donc le réflexe des hommes sur place, c'est de défendre les leurs. C'est pas de défendre leur territoire, c'est défendre la vie de ceux qui sont là. Et c'est tout. Donc les Poldards, eh bien, nous sommes les descendants divers et variés de ces Poldards. Et dans cette civilisation qui continue à entretenir l'ère du bélier alors qu'on est en Verseau, dans les symboles des signes verseurs d'eau, le Verseau, verseur d'eau qui lave les plaies de la terre, alors que le bélier, c'est la guerre, le combat, la compétition, la conquête. Quand dans l'ère christique, c'est croisé, multiplié, donc c'est l'ère de l'amour. Et dans les temps anciens, quand le Christ est incarné, d'ailleurs, il y a un livre que j'ai écrit, le Christ s'appelait Joseph Emmanuel, qui est ressorti aussi. Donc, il arrivait, lui, à la fin de l'ère du bélier, au début de l'ère du poisson, et il amenait la croissance, la multiplication, l'amour et le partage. Or, les hommes ont répété pendant les 2000 ans de cycle les mêmes erreurs que le bélier. Il est resté bélier. On est depuis à peu près une quarantaine d'années dans l'ère du Verseau, 40-50 ans. Alors, on a encore 2000 et quelques années à accomplir en Verseau, verseur d'eau qui lave les plaies de la terre. La terre a été tellement abîmée par la répétition des mêmes erreurs qu'il y a un sacré travail à faire. Et actuellement, il y a un changement d'énergie phénoménal. Les gens changent. Et tu vois, j'avais 42 ans quand j'ai fait mon trampolino dans la lumière. Et quand j'ai commencé à voir les gens, recevoir les gens, les questions étaient très basiques. Est-ce que j'ai gagné au loto? Est-ce que mon chéri va revenir? Est-ce que voilà, moi je ne pouvais pas rentrer dans ce genre de choses. C'est pas du tout mon boulot. Et au fur et à mesure, les gens sont venus en disant, je me pose la question de savoir qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, pourquoi je traverse tel et tel problème, pourquoi. Et il y a une démarche d'ouverture de conscience qui est extraordinaire et qui est très rassurante. Si les parents sont dans la négativité, puisque on nous bourre le mot d'informations, de fake news, parce qu'on ne sait même plus parler français non plus, tu vois. Donc, et les gens y croient, hein, comme on a cru, on adore des statues de personnages qui ont fait parler d'eux. Et là, les 3/4 de ces personnages qui ont fait parler d'eux, c'était des assassins. On bénit des papes, on bénit Saint-Louis, il a signé le contrat avec l'Inquisition pour tuer tous les gens, mais on lui a mis une auréole de saint. Enfin, tu vois, ce genre de choses, c'est un peu révoltante. Eh bien, actuellement, c'est en train de changer parce que plus personne ne veut y croire. Il n'y a qu'un petit noyau de non-initiés, ou en tous les cas, comme on a fait en sorte de gouverner le monde dans la peur et dans l'ignorance, les gens ont peur, donc ils écoutent le dernier qui a parlé, qui a raison. Mais maintenant, les gens commencent à dire non, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est rassurant, c'est vraiment rassurant, parce qu'on va vraiment vers un changement. Mais on en a pour jusqu'à 2027, hein. Oui. Ça va secouer vraiment, hein. Mais c'est bientôt. Restons positifs. Ah oui. Ah oui, oui. Ah non, mais moi attends, tu sais, Rudy, regarde ça avec recul et dis-toi que si maintenant ça change, bon, c'est quand tu entends tout ce qui se passe, t'as honte d'être un humain, t'as honte. Moi, j'ai honte de tous ces gens-là. Ils n'ont aucune dignité, aucune grandeur, voilà. Mais en même temps, maintenant ça sort, maintenant c'est visible, et maintenant les gens commencent à dire ça suffit. Alexis, j'aimerais reprendre une grille de lecture chronologique et revenir sur ce peuple Poldar qui vient du nord de la planète, avec Varki,
Varki, je ne sais pas si je le prononce bien. Varki, le chef. Le chef, le redoutable guerrier. Oui. Et face à lui, les Atlantes, des gens pacifiques qui n'avaient malgré leur haute technologie aucune arme et répugnaient en fabriquer. La mémoire de leur passé antérieur restait gravée comme une sorte de traumatisme latent. Certains ont choisi de partir en connaissant la violence, la barbarie. D'autres ont décidé de s'expatrier vers les terres de Mu, tu précises, ou chez les Dogons. D'autres en Phénicie, d'autres encore dans l'univers comme sur Orion ou Magellan. Et d'autres encore. Et certains restaient sur place pour tout mettre en œuvre en attendant, pour faire face à la barbarie et peut-être aussi user de la violence. Alors, on a déjà, encore en début d'ouvrage, une possibilité d'armes avec cette énergie du volcan 10 qui est entrevue comme une solution potentielle, éventuelle. Donc là, on va détailler certains points. On ne vous donnera pas le dénouement, on ne vous donnera pas les explications et ce qui s'est réellement passé. Encore une fois, on vous invite à vous procurer l'ouvrage. Mais en gros, il s'agit ici de pains de cristaux, de 13 pains de cristaux à peu près 12 mètres de hauteur, donc c'est pas rien, chacun dans une géométrie parfaite, dirigés en axe nord de la planète, qui aurait créé des sons utiles éventuellement, pour amplifier et projeter dans les cristaux des sortes de fréquences électromagnétiques par rapport à ce volcan, et pour obtenir une sorte d'arme défensive. Oui. Tu précises aussi que Varki, c'est la force, la violence, l'autorité bien ancrée à la terre. Zilka, elle, est reliée aux esprits, aux dieux, donc c'est sa compagne, entre guillemets, sa collègue, sa collaboratrice. Yes. Oui. Bon, elle est là pour le servir. Elle travaille en étroite collaboration avec les dieux. Alors, ces dieux ne sont pas de sagesse et d'amour, ils sont belliqueux, violents, conquérants. On parle des dieux Poldar, du peuple Poldar. Tu précises que ce peuple est très mystique et respecte ses dieux à la lettre. Alors là, moi, j'étais intrigué. Je me suis dit, mais alors, est-ce qu'on pourrait avoir des noms de divinités, selon toi? Des dieux païens qu'on connaît, nous, aujourd'hui, éventuellement, Odin ou autres? Oui, c'est ça, oui. Oui, Tator, Odin, Arès, mais puis même quand tu rentres dans la mythologie grecque et quand tu rentres dans la comme dans la mythologie égyptienne, les dieux avaient des noms. Les hommes ont toujours eu besoin de matérialiser le monde invisible. Il faut comprendre une chose, tout ce qui est en haut est en bas. Si les dieux, enfin le monde de l'univers invisible est habité d'une multitude d'esprits élevés, et nous sommes des esprits incarnés, il ne faut jamais oublier, la lame n'est que la disquette sur laquelle sont inscrits nos schémas, mais l'esprit, lui, est un atome dans l'univers et il se matérialise pour accomplir une tâche sur Terre. Donc, quand l'esprit reste toujours relié à une part spirituelle quelque part, puisqu'il est universel, il vient de l'univers, il est esprit. Donc, même l'esprit le plus petit, enfin, l'être humain le plus petit, a toujours en lui cette conscience d'une force supérieure illimitée. Et, il ne peut pas le définir, il n'a pas la culture pour ça, il n'a pas l'explication, mais voilà, donc il va le manifester sous l'apparence de Dieu, des dieux et des déesses. Et on va donc élire, et dans les temps anciens, même en Suède et en Norvège, comme les druides parlaient, voyaient, entendaient, mais les femmes restaient des vierges parce qu'elles étaient pures. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est en haut est en bas. Donc, il y a des esprits dans la lumière qui sont hautement élevés. Sur Terre, on est des petits esprits à l'école, mais entre les deux, il y a ce qu'on appellera le bas astral. Quand un être quitte la Terre, il quitte la Terre dans la forme pensée qui est le ciel. Pendant toute sa vie, s'il était méchant, il reste méchant. J'essaye d'expliquer ça. Donc, il ne sait pas qu'il est mort, donc il va continuer à embêter les vivants. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, même dans les hôpitaux psychiatriques, 50% de gens ou parce qu'ils se sont drogués, ou parce qu'ils étaient alcoolisés, ou parce qu'ils étaient malmenés. Et dans la nuit, dans le sommeil, on sort de son corps dans 20 minutes de sommeil alternatif et
sommeil profond, pendant les 20 minutes de sommeil alternatif, on rentre dans ces mondes intermédiaires où tu as des présences qui viennent influencer les vivants et qui sont passés pour des dieux. Et tu as beaucoup de médiums qui sont à voir à cause de ça, parce qu'ils ne les voient pas, ils entendent, donc ils vont répéter des choses parce qu'ils les entendent, mais en fait, ils ont parfois affaire à des spolieurs. Et il faut toujours avoir la vigilance de comprendre que, voilà, je t'ai dit, tout ce qui est en haut est en bas. Or, les polters, dans la violence qui était la leur, elles attiraient des présences qui étaient maléfiques, non, ça, je m'en sers aussi beaucoup comme exemple. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir affaire à des présences qui possédaient des personnes en hôpital psychiatrique et qui s'étaient servis à un moment donné d'une défaillance de la personne pour, dans son sommeil, venir la posséder, ou dans une dérive de drogue, ou dans un chagrin immense. Quand on voit, par exemple, tout ce qui est en train de se passer en crime, en attentat, en machin comme ça, tu vois, là, il y avait l'anniversaire du Bataclan, etc. J'ai eu à m'occuper de tous ces gens qui sont partis dans la violence. Eh bien, ils savent pas qu'ils sont morts. Ils restent toujours dans la peur parce que la mort est arrivée d'une façon si soudaine qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts. Donc, il faut aller au-devant d'eux pour leur dire qu'ils sont morts. Mais si tu vas au-devant d'eux en disant « Bonjour, je m'appelle Alexis Ambre, vous êtes mort parce qu'on vous a tiré dessus », on va te regarder en disant « Mais vous êtes un peu fada, là, madame. » Mais parce que de l'autre côté, tu n'as plus d'apparence, tu es. Donc, tu y vas en étant, qui va avec l'idée que tu es un secouriste et que tu arrives pour secourir la personne. Et là, elle te suit parce qu'elle a besoin du secours. Quand un avion se crache, les 300 personnes à bord ont eu le temps de se voir mourir et ils sont dans la peur et ils meurent dans la peur, donc ils ne montent pas. Voilà. Et du coup, il faut aller les chercher. Or, ces mondes intermédiaires, habités de tout un tas d'âmes errantes, mondes dérangés. Et dans le temps, les poldars, comme c'était donc des vibrations assez basses, puisqu'elles étaient guerrières, violentes, conquérantes, étaient accentuées par des êtres de base astrale. Et il dit souvent dans les messages, quand je reçois des messages, gardez votre vigilance toujours aux aguets. J'ai été confrontée plusieurs fois à des combats comme ça. Je pourrais te raconter des choses pendant des heures et des heures de ce qui m'est arrivé, des exemples que je pourrais te citer. C'est pas le moment puisqu'on parle que du bouquin, mais voilà. Or, c'est pour expliquer ça. Et ces pauvres poldars, ils étaient primaires. Ils étaient dépassés par la connaissance de ces Atlantes, envieux parce qu'ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient pas pourquoi ces gens étaient aussi pacifiques. Pour eux, la vie, c'était le combat, la bataille, la conquête. Voilà. Il y a deux salles, deux ambiances, clairement. Comment les décrire, les poldars? Massifs, musclés, petits ou grands, ils tranchent, poignardent, assomment, coupent les têtes et laissent entendre des rires de jouissance et de satisfaction. Parallèlement à ça, on a bien sûr les Atlantes et les sages à leur tête. Alors, bien sûr, même si on n'a pas de principe de hiérarchisation, ces sages étaient des avatars en contact avec l'éternel instant que vous appelez Dieu, la source, ayant vécu des milliers d'existences terrestres et en gardant toutes les mémoires des vies passées, une connaissance cosmogonique totale, une science des nombres et des mondes, parlant et pensant toutes les langues de l'humanité, un équilibre parfait pour la voix supérieure. Tout ce qu'ils émettaient était clair et aucune notoriété n'était nécessaire. Ils savaient écouter chacun en fonction de l'âge, du corps et de l'âme. Ils savaient répondre pour être compris de celui à qui ils s'adressaient. Donc, effectivement, il y a un contraste déjà qui est planté dans le décor dès le début, mais toutefois des stratégies guerrières qui sont employées. Alors, des stratégies aussi de diversion par le biais d'un spectacle organisé, on va en parler un peu plus tard aussi éventuellement, et cet usage des courants telluriques, des vibrations de la Terre, de l'électricité statique, bien entendu la ruse, agir sur la vindicte, sur l'endormissement, sur les forces pensées, en les hypnotisant pour qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, pour diminuer leur volonté combative. Donc ils ont dû quand même replonger... je dirais pas dans une sorte de machiavélisme, mais toutefois dans une stratégie guerrière. Ben oui, ils ont été obligés et c'était à leur corps défendant. Ils étaient malheureux, mais ils n'avaient pas le choix. Et parce que il fallait donner le temps au temps qu'on puisse quitter l'île et aller se réfugier sur des terrains hospitalières où ils allaient être accueillis.
Donc, il y en a eu qui sont partis en Égypte, d'autres chez les Sumériens, Phéniciens, etc., etc., et qui ont continué de vivre jusqu'à la grande catastrophe, quoi. Mais ils avaient perdu tout ce côté technique, de recherche de l'au-delà, tellement ils avaient été heurtés par la perte de ceux qu'ils avaient aimés. Et l'île de l'Atlantide, elle a quand même survécu à ce combat 7500 ans avant la destruction totale de l'île par ce planétoïde qui est tombé dans l'océan Atlantique. Mais comment dirais-je, les Atlantes se sont trouvés confrontés à 15 000 ans en arrière, à se retrouver comme ils ont dû faire, non pas comme les Modernes, parce qu'ils n'avaient pas cette cruauté, mais voilà, il fallait défendre. Or, ils se sont servis de tout ce qu'ils avaient de connaissances, c'est-à-dire que la Terre est un être vivant, palpitant, avec des courants d'énergie, des veines, des artères, et elle réagit, elle grandit, elle expulse et elle tempête. C'est une entité vivante, c'est elle. Donc, dans la mathématique et dans les champs d'énergie, regarde, quand on va dans une boîte de nuit, on a la sono et on trouve que c'est super la production de la sono. Mais ce qu'on ne sait plus, sauf les techniciens, c'est que dans un amplificateur, tu as des cristaux qui amplifient les sons. Et eux, ben, ils avaient des cristaux qui avaient des dimensions colossales. D'ailleurs, je crois qu'il y a une dizaine d'années, on a retrouvé au Brésil, dans les montagnes, des Andes, comment dirais-je, des grottes avec des cristaux taillés colossaux. Il faudrait retrouver ça dans les annales. Et je me disais, mais ça vient d'où? Qu'est-ce qui a taillé tout ça, etc. C'était colossaux. C'était des trucs qui faisaient des tonnes. Et quand on émet des sons particuliers dans le cristal, ça émet des vibrations et ces vibrations amènent la construction et la destruction. Et ce que je voudrais dire à tous ceux qui vont écouter, c'est que quand je me suis retrouvée de l'autre côté, le premier message qu'on m'a dit, l'univers est une danse et musique. Et quand j'étais de l'autre côté, tout était que musique. Donc, il y avait des vibrations musicales. Et le Christ, de son vivant, disait, l'univers est une danse et celui qui ne danse pas ne sait pas ce qui se passe. Le mouvement dans l'espace. Or, le mouvement dans l'espace, la Terre est en mouvement permanent, le corps humain est en mouvement permanent, et nous, on essaye de nous figer. Et donc, les Atlantes avaient appris dans les champs vibratoires comment utiliser ces champs d'énergie magnétiques, électromagnétiques, etc. C'est bien la théorie. La Terre est habitée de milliards d'entités et tout parle, hein, et on se parle. Ça me paraît complètement chiffonné, mais moi, je suis entourée de chênes, d'arbres. Je suis dans une forêt et je parle aux arbres et les arbres me parlent. Et eux savaient faire ça. Et quand, tu vois, je veux planter un arbre ou une plante dans mon jardin de telle ou telle manière pour lui donner une certaine esthétique et que je m'entends dire non parce que là, la vibration n'est pas bonne et la plante risque de périr. Moi, par insistance, parce que en bonne humaine que je suis, c'est là que je veux mettre ma plante plutôt qu'ailleurs, eh bien, la pauvre plante crève et je demande pardon parce qu'on m'avait prévenu, tu vois. Mais les Atlantes savaient ça, alors que les Poldards, c'était même pas le bout de leur nez, c'était l'instinct primaire, c'était pas des bestiaux, mais pas loin, quoi. Alors justement, on parlait des personnages politiques qui ont encore la main sur la société actuelle et contemporaine. Ils dégagent une sorte de charisme. On va parler ici de séduction. Ah, non. Alors d'abord, oui, il y a ça, mais il ne faut pas oublier que tous ces gens-là qui font la politique font partie de, comment dirais-je, je ne vais pas dénoncer les choses, mais ils se réunissent régulièrement et font des travaux. Ils savent très bien utiliser les parts négatives pour manipuler le monde. Ils savent très bien. Et c'est pas la théorie du complot du tout. Oui, c'est pas la théorie du complot. Tu vois, ils savent. Et c'est toute une combine ensemble. Et c'est l'ombre. Donc, ils savent utiliser. Tu sais, t'as ombre et lumière, t'as la magie blanche et la magie noire. Ils savent utiliser la magie noire. Et dans des réunions, dans des machins comme ça, et je vais pas dire qu'ils piquent des poupées, mais ils ont des gens qui piquent des poupées. Ouais. Donc, c'est une image que je te donne comme ça.
Donc, ces gens-là utilisent des forces non, utilisent aussi des jeunes qui démarrent dans la vie avec des ambitions démesurées, qui veulent exister, etc., qui au début sont un peu choqués de ce qu'ils découvrent, et puis qui, au fur et à mesure, rentrent dedans parce que c'est les avantages, c'est l'ambition, c'est l'ambition. Quand on a fait notre école de spectacle et que on a fait du travail pour des gens puissants, parce que quand tu fais du spectacle, les seuls qui peuvent te payer, qui ont des budgets pour ça, ce sont des hommes qui ont une fonction élevée, on va dire. Voilà, Oui. voilà, t'as tout compris. Mmh. Et donc voilà, et donc on a vu des choses, on a vu des choses épouvantables se passer pour avoir le triomphe. Et si je racontais, ça fait partie du secret professionnel, mais c'est épouvantable. Et quand tu vois ça, quand ma société a été liquidée sur ordre parce que justement on avait été témoin de certaines choses qu'on ne devait pas voir, et quand tu fais du spectacle, tu fais des photos justificatives pour te faire payer, eh ben on a liquidé notre boîte sur ordre. Et comme j'étais la gérante de l'école, j'ai eu tous les ennuis du monde, tu vois. Et j'étais en danger. Et pendant 10 ans, j'étais harcelée parce que, voilà, si jamais j'allais parler de tout ça, sinon j'avais pas envie, parce que de toute façon, c'est tellement sordide que t'as pas envie. Mais voilà. Et quand je suis allée à la banque pour dire, la banque qui m'appelle en disant vous êtes à découvert, je dis mais j'ai une autorisation de découvert. Oui, mais vous n'avez pas les 3 petits points sur votre signature. Je me suis entendu dire ça, moi. Hein. Alors certains ne comprendront pas la référence, mais on parle encore des mêmes personnages. Oui. Voilà. Voilà. Donc, bon, ben, laissons-les faire, parce que de toute façon, à un moment donné, tout va se retourner contre eux. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Mais c'est pas en faisant un travail pour que ça se retourne contre eux, c'est eux-mêmes qui vont être pris dans leur propre piège. Mais c'est une réflexion. Donc pour l'instant, il faut. C'est une réflexion, excuse-moi Alexis, c'est une réflexion presque métaphorique que je voulais te faire, parce que un moment dans ton ouvrage, moi ça m'a frappé. Je vais prendre pour exemple Macron, qui a été élu par rapport à son physique, bon, et à son élocution et à son apparence. Moi j'ai des ex-compagnes qui n'étaient pas foutues de me dire quoi que ce soit, si ce n'est il est beau. Ok, d'accord, super, merci. Oui, ouais, et il y a ce passage dans l'ouvrage sur Varki, hein, quand il réintègre la maison du maire qu'il avait investie. Tu nous dis, il se mit entièrement nu et se coula dans l'eau de la piscine intérieure avec volupté. Une jeune fille avait été désignée pour être à son service. Belle et douce, donc une Atlante, hein. Elle obéissait aux ordres du conquérant. Que savait-elle de l'autorité ou de la violence? Elle trouvait cela excitant, ce qui rendait ses rapports très faciles avec le nouveau chef. Très naturellement, Karina, s'appelait Karina, se mit nue, sans fausse pudeur, et vint rejoindre Varki. Il fallait bien reconnaître que, abstraction faite de sa puissance, sa violence n'empêchait pas sa beauté. Et la petite jeune fille, n'ayant jamais connu cette sorte de tempérament, était subjuguée. Quelques Isriars, alors je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est les habitants d'Is, hein, des Atlantes. Isria, c'est ça. Exactement, donc c'était offert pour rendre service. Bien sûr, l'on pouvait supposer que de leur part, ce soit dans le but de se protéger, de protéger les leurs, mais aussi se révélait chez ces êtres inconscients de la méchanceté et du pouvoir, un sentiment inconnu chez eux, le goût de la domination. Ils découvraient la force et cela leur plaisait, c'est ce que tu nous dis. Oui, c'est exactement ça, tu vois. C'est une manipulation de l'esprit. C'est une manipulation, oh, il est bon, il est gentil, et puis on ne faut pas dire du mal de lui, mais s'il a été élu, tu vois, le jour où il est arrivé triomphant, bon, je sais plus, il marchait à pied, je sais pas, c'est pas des invalides, je me souviens plus. Mais j'avais été prévenu, hein, je savais ce qui allait se passer. Quand on est en train de vivre, c'était déjà inscrit, et ils ne se rendent pas compte, ces gens-là, qui sont en train de faire le travail d'un scénario déjà préécrit, tu vois ce que je veux dire, pour amener la fin du cycle. Et oui, mais la séduction, voilà, quand tu as encore des gens, quand tu parles de Macron, qui sont là en disant ah oui, non, mais qui sont encore pour lui, on dit ah ben il y a 11% de gens sur quoi on se base pour dire ça.
Non, on les a bernés comme la religion a berné les hommes pendant longtemps, on leur a menti pendant des siècles et des siècles, mais ils y croyaient parce que on a besoin de bon Dieu, on a besoin d'idéal, on a besoin d'image totem, et c'est l'image totem, tu vois. Voilà, et puis bon, on regarde beaucoup de femmes sont séduites par des pervers narcissiques, voilà. Et c'est une fois qu'elles ont reçu les coups qu'elles se réveillent en disant: «Ah ben non». Mais ça fait partie de l'école, ça fait partie des combats. Comment va-t-on réagir face au mensonge, face à la trahison, voilà, comment va-t-on réagir? Dans toutes ces femmes, la jeune femme qui se sacrifie sans se sacrifier découvre effectivement un sentiment qu'elle n'avait jamais vécu puisque ça n'existait pas. Elle était jeune et on oublie tout. Tu te souviens de ta petite enfance, toi? Non, avec beaucoup de difficultés, si Quelques ce n'est un clichés. ou deux traumas quand j'avais quelques mois, mais effectivement, Voilà, ouais. Mmh. voilà. Eh bien, c'est la même chose. On est venu des milliers de fois sur cette planète en prenant des apparences différentes. Un jour, on a été roi, un jour, on a été enfant et à chaque fois, au travers de l'ego, on a vécu une expérience nouvelle et c'est comme ça qu'ensuite, on lâche prise à une sorte de moi essentiel, indispensable. Tu vois, quand je vivais à Paris, pour moi, c'était difficile d'imaginer que je puisse un jour vivre à la campagne. Pour moi, c'était impossible, impensable. J'étais une citadine, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, tu je retournerai à Paris parce que la vie ici, c'est l'échange, une rencontre, on vient, on t'apporte des légumes, on te de l'aide et en contrepartie, on t'apporte des douceurs. C'est comme ça que ça devrait être. Mais tu en parles dans l'ouvrage. Les Atlantes étaient esthètes, ouverts à l'écoute de l'autre. Tout était simple. Aussi, quoi de plus naturel de se distraire, de se réunir? Les échanges étaient nombreux. Pas de mercantilisme, ni de goût du gain, de l'âpreté à l'argent. Les responsabilités étaient réparties en fonction des capacités de chacun, ni pauvre ni riche. L'énergie circulait. Ouais. Celui qui avait du pain ou savait faire du pain donnait à celui qui entretenait son champ, le troc en quelque sorte, avant l'heure. Tu dis que l'égalité était parfaite. Je veux en revenir à Zilka, le bras droit de Varki. La grande déesse qui parlait à ses dieux. Cette redoutable guerrière qui elle-même sentait quand même le coup fourré arriver parce que on parlait de ces femmes atlantes. Elle dit: nos hommes aiment trop cette île et les femmes qui s'y trouvent. Oui. S'ils y restent trop longtemps, ils vont s'affaiblir. Le danger ici est l'envoûtement des sens, pas les armes des Atlantes. Ça m'avait fait rire. Exactement ça, tu vois, parce que c'est vrai que ça les surprenait, ces guerriers, de voir ces femmes qui pouvaient paraître passives, séduisantes et simples, tu vois, et qui savaient, elles envoûtaient quelque part au fond par leur simplicité, par leur charme. Tu vois, c'était des faits quelque part. Voilà, elles savaient, comme elles entendaient. Tu sais, quand tu entends penser les gens, quand tu as l'analyse psychologique de la personne que tu as en face de toi, c'est facile ensuite de la séduire. Tu vois, c'est facile de l'envoûter. Si c'est ton but, si tu veux en tirer parti, éventuellement. Mais donc les femmes atlantes, si elles devaient séduire les hommes, c'était par leur simplicité. Ils mettaient pas ça. Pour eux, c'était toujours la conquête, même avec des femmes. Tu vois, les femmes, il fallait les conquérir. Et il y avait déjà une compétition très importante entre l'homme et la femme. Et ça ressort d'ailleurs entre Zilka et Varki. C'est à celui qui sera le maître. Hein. Oui, il y a cet échange justement entre ces deux personnages, Varki et Zilka. Oui. Varki qui dit: impossible d'avancer sur leur terre, dis-moi prêtresse, leurs dieux sont-ils plus forts que les nôtres? Elle lui répond: tu devrais te méfier de tes paroles. Bien sûr que non. Leurs maléfices sont puissants, mais leurs dieux sont des enfants comparés aux nôtres. Et le guerrier qui se mit à tonner de sa voix caverneuse, tu nous dis: puissant, puissant,
Quelle puissance! Ils fuient, disparaissent, et les plus lents d'entre eux meurent avec un large sourire. Où est la puissance dont tu parles? Ce sont des faibles et des lâches. Nous devrions les dévorer comme des agneaux sous la mâchoire de chiens sauvages. Et là, elle lui répond: calme-toi, calme-toi. Affronter des mages n'est pas aussi facile que de vaincre des guerriers, et me montrer ta colère ne fait que démontrer ta faiblesse. Et là, bien entendu, Varki se jette sur elle, lui serre le cou d'une seule main, tu nous dis, presque à la limite de lui briser la nuque, avec une rage meurtrière, impitoyable, terrifiante. Tu devrais faire attention à tes paroles, prêtresse. Et là, tu nous précises que alors que sa tranchée était presque écrasée et qu'elle pouvait presque entendre sa colonne vertébrale se briser, elle lui répondit: tu as besoin de moi et des dieux, stupide animal. C'était assez joyeux, leur échange. Il y avait beaucoup d'électricité dans l'air. Oui, oui, c'est une définition. Et tu sais, ce qui est assez incroyable, c'est que je le dis d'ailleurs à la fin, quand j'ai commencé quand les personnages ont commencé à se manifester et que les Poldards donc sont arrivés entre les voir et ensuite l'écrire, c'est une autre paire de manches parce que moi je suis une femme, je suis pas une guerrière, même si ma vie a été une guerre parce que rien n'était facile. Donc, il a bien fallu quand même se battre pour s'en sortir. Mais disons que... Bon, oui, les champs guerriers, les cadavres partout, et c'était peut-être pas super. Voilà, c'est pas mon truc. Tu vois, c'est pas du tout ça. Du tout. Et donc, comme je l'ai dit à la fin du livre, j'ai demandé à mon fils Kada, qui est journaliste et écrivain, un coup de main, parce que lui, il a l'esprit masculin. Moi, j'ai l'esprit féminin. Et chez les féminins, c'est dodo, l'enfodo, je te berce, je fais des câlins, gouroun, petit, tout va très bien. Mais lui, c'est la bataille de la vie. Il a fait partie des derniers qui faisaient leur service militaire, alors que, voilà, et après, ça a été fini. Et c'est d'être un homme. Et ce qui était génial, parce qu'on est très, très complices là-dedans, il avait très bien vu, parce qu'il est très clairvoyant, même s'il le nie, parce qu'il reste très, très rationnel dans son irrationalité. Il avait compris mes personnages et il m'a bien guidé pour les décrire, tu vois, parce que de le matérialiser dans l'écriture, c'était très compliqué pour moi, tu vois. J'imagine. Et quand on entre en pleine immersion dans ce récit, on arrive à revivre avec toi, en accompagnant les Atlantes au même moment, ces scènes d'exaction et de violence qui sont parfois des mémoires pour certains d'entre nous. Oui, exactement. Alors ensuite, Alexis, on reprend la chronologie. Il y a donc un branle-bas de combat. Les Atlantes deviennent de plus en plus paniqués, quelque part très très attentionnés par rapport à ce qu'il faut faire. Il y a cette préparation du spectacle qui entre en jeu. Même si tu nous précises que très tôt, les enfants apprenaient à se servir de leur corps, et que si malgré toutefois il y avait des anomalies de fabrication, les médecins pédiatres corrigeaient par leur savoir, allant bien au-delà de la mécanique du corps, rectifier le secteur défaillant, remplacer un organe défectueux, faisait repartir la machine en 2 claquements de doigts. Tu nous dis, le mal a dit, bien sûr, donc en référence à la maladie, n'existait pas, tout au moins les corrections appropriées immédiates permettaient un redémarrage rapide. Les seuls motifs de panne étaient les virus, les chutes, et là encore, nul débordement dans les hôpitaux. Tu nous parles de la vieillesse. L'homme vivait très tard, en gardant l'esprit ouvert, sachant arrêter sa pendule à l'heure qui lui semblait être la sienne. Le suicide était un mot inconnu. Chacun connaissait son heure d'arrivée sur Terre, la raison de son choix, de son rôle, et savait le terminer à la fin de celui-ci. Il suffisait de fermer les yeux, de sortir de son corps pour ne pas revenir, ni chagrin, ni peine, ni sentiment d'abandon ou de perte de la part des survivants, puisqu'il continuait sur un autre plan de conscience à communiquer. Et je pense qu'ici, on a affaire à une clé importante qu'on a déjà évoquée dans nos 2 premières interviews. C'est-à-dire qu'on est dans une société où c'est game over, écran noir. C'est une fin inéluctable qui arrive et qui laisse place à rien derrière. Donc, une société cartésienne, même si Descartes a été repris de manière très, très... C'est le plus grand médium que la Terre ait porté, Descartes. Tu vois, mon grand-père était pharmacien et je faisais partie de ces pharmaciens il n'y avait pas de laboratoire dans le temps, c'est lui qui fabriquait ses médicaments.
Et pour pouvoir faire des jolies petites pilules dans ces boîtes, dans des petits cartons, il avait un ami qui était fabricant de bonbons en Suisse et qui lui faisait des petites pilules roses ou bleues pour faire ses médocs. Et il a donné, comme les Atlantes faisaient, toutes ses inventions à des laboratoires débutants, des médicaments qui marchent très bien. Et lui, il n'a jamais reçu le endroit rond parce que ça ne lui venait pas à l'idée. Voilà. Et ce grand-père il magnétisait. Il avait un pendule, ce qui faisait hurler maman, qui était médecin, en disant que son père était zinzin. Et seulement moi, quand j'avais mal au ventre, parce que j'ai vécu en Afrique avec mes parents pendant un certain temps et j'avais chopé des amibes, et la médecine coloniale n'arrivait pas à traiter ces amibes. Et donc, ce grand-père, quand il est parti dans la lumière, on a trouvé des courriers manuscrits de Descartes, des copies de manuscrits de Descartes, qui expliquaient quand il avait pris la fuite pour aller vivre en Suède parce qu'il était poursuivi par l'Église catholique romaine, qui est le plus grand criminel de la terre, au nom de Dieu Tout-Puissant, bien sûr. Avait écrit, il assistait à une dissection avec des jeunes étudiants en médecine à Stockholm, et puisque les Suédois étaient protestants, donc ils n'avaient pas la menace de l'Église, et il expliquait, donc il y avait eu donc dans la salle de dissection, on étudiait le cerveau, et il était avec ses étudiants en disant voyez-vous, là regardez, en contrebas vous avez la glande pinéale, hyperphyse, et puis entre les deux yeux en arrière de la tête, légèrement décalée, vous avez la glande pituitaire. Alors la glande pituitaire, c'est l'œil qui voit au-delà, et donc c'est entre le troisième œil. Et puis l'hypophyse hyperphyse, c'est le cerveau-commande qui permet à vos yeux humains de regarder ici-bas. Voilà. Et ça, c'était Descartes, mais ça, on ne l'a pas publié nulle part. Hein. On a préféré déformer ses travaux. Mais attends, Rudy, si on donne aux gens l'ouverture de conscience, c'est-à-dire 90% d'ADN poubelle là, qui servent à rien, qu'on ouvre enfin les capacités de l'homme à utiliser tout cela, ce que faisaient les Atlantes, mais il n'y a plus de pouvoir parce que les hommes n'auront plus peur. Ils n'auront plus peur de demain, ils n'auront plus peur de leur avenir, puisqu'ils seront dans l'instant. Non, on ne gouverne bien que des âmes. La peur est l'origine même, l'essence même du pouvoir actuel. Voilà. Et à l'époque, les Atlantes étaient dénués de ce ressenti-là, mais ils cherchaient tout de même des solutions. Alors effectivement, on en était à ce fameux spectacle. Il est évoqué qu'il y a eu des tours de table. Hein. Chacun expliquait à tous ceux qui avaient été convoqués en urgence la stratégie élaborée en vue de faire sauter le fameux volcan 10. Il y a cette installation des cristaux qui sont immenses, qui font 12 mètres, et les évacuations du maximum d'habitants, tout simplement. Donc, parce qu'effectivement, ils ne pensaient pas à conserver. Tu parlais d'esprit de conquête. C'était pas le territoire qui les intéressait, c'était plutôt d'épargner le plus de vie possible. Et lors de la décision finale d'utiliser ce volcan, les sages et les experts sentent le poids immense des responsabilités qui pèsent sur leur épaule. L'objectif était de détruire les polders. Alors, détruire un mot qu'ils avaient oublié depuis longtemps, hein. Surtout sauver le reste de l'île et de l'invasion. Et leur faire peur. Oui. Et là, à ce moment-là, justement, on a la préparation du spectacle où il y a 80 000 personnes qui doivent être sur place. Et bien entendu, c'est là, à cet instant même, qu'on va s'arrêter. Effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Il faudra se procurer le livre pour en savoir davantage. Vous pouvez d'ores et déjà imaginer. Hein. Voilà. Ça, on racontera après. Le spectacle, c'était pour détourner l'attention. C'était pour permettre aussi les dernières évacuations avant que les choses se passent. Ce que je voudrais noter aussi à dire, je ne devrais pas le dire là, les Américains, dans leurs expériences, savent utiliser les énergies dont on parle avec les cristaux pour faire péter certains volcans. Donc, ils ont déjà fait des expériences dans ce sens. Ils savent très bien comment envoyer des ondes de forme et destructives, tu vois. Voilà. Donc, ils savent très bien faire ça. Et on est vraiment naïfs, nous, tu vois. On est... Candide. Et heureusement, d'ailleurs, mais heureusement qu'on est candide, parce que sinon, on vivrait que dans la peur.
ils essayent de nous avoir, mais la peur, elle est momentanée parce qu'on se ressaisit assez vite, tu vois. Moi, ce que je conseille surtout aux gens, c'est de lire beaucoup, de chercher beaucoup, parce que même si dans des livres, il n'y a pas toutes les vérités, l'esprit est suffisamment grand chez l'homme pour faire la part des choses. Là, je sens que c'est vrai, là, je sens que c'est pas vrai. Alors, en fin d'ouvrage, quand même, tu nous précises que la leçon n'a pas suffi. Hein. Les descendants de ces Poldar, donc tu nous l'as dit en début d'émission, sont nos ancêtres. On a été envahis par un pays, on a envahi d'autres pays. Ouais. On a accompli toutes ces horreurs encore et encore. Et c'est ainsi que l'école de la Terre et les leçons de vie sont établies pour nous faire grandir en nous éprouvant. Tu nous parlais de lutter contre notre ego, effectivement. Mais tu précises que la Terre étouffe de notre égoïsme. On prie le bon Dieu et on tue en son nom. Si tu as lu le livre « J'ai oublié mon sac sur la Lune », à la fin du livre, il y a un passage qui m'avait été dicté aussi là-haut et qui disait votre terre souffre de vos morts, vos mots, vos hésitations, votre vulgarité, votre manque de respect, votre intolérance, votre cruauté, votre barbarie, et elle va réagir par paliers. Des petites guerres deviendront des grandes guerres. Les hommes politiques, se prenant pour des rois, seront alors qu'ils auraient dû être humbles serviteurs, seront chassés par les peuples qui descendront dans la rue. Les attentats seront nombreux à l'arme blanche, au corps à corps. Il ne sera pas bon de rester dans les grandes cités. Les enfants d'Allah se vengeront des croisades. Les migrants grouilleront comme des remords, etc., etc. Tu avais on l'a évoqué, on l'a cité ce passage en fin d'émission, par rapport à l'interview qu'on avait effectuée à cet effet. Oui. Voilà. Et on est en plein dedans. Et ça a été mal pris. Ça a été mal pris par certains qui ont vu un certain nationalisme. Alors, ils n'ont rien compris, les amis. De toute manière, il y a une doxa en France, tout pour faire latente, qui est insupportable. Bah oui. Tant pis, si ça les dérange, c'est pas grave. Ils seront face à leur constat. On peut pas, tu sais, on tend la main à plus petit que soi, il prend ta main, tu continues d'avancer, il lâche ta main, ne te retourne pas sur le retardataire, c'est qu'il est pas prêt à entendre. Tu sais, j'avais eu un message là-haut qui me disait, il y a celui qui peut comprendre le mot, il y a celui qui peut comprendre la phrase, il y a celui qui peut comprendre le texte rare et ceux qui savent lire le livre entier. Et pour l'instant, ces gens-là qui sont dans ces réactions, j'aurais peut-être eu avant mon histoire les mêmes réactions, moi aussi, tu vois. Donc, ils sont comme ça. Ils n'ont pas encore fini de grandir, c'est tout. Voilà. Mais pourtant, c'est bien ce qui se passe. Hein. Et ce message-là, je ne l'ai pas eu hier. Hein. Je l'ai eu il y a des années en arrière. Donc, c'est en train de se passer. Il n'y avait pas de parti pris. Alors, moi, je fais ni politique, ni machin. Et pendant très, très longtemps, j'étais tellement écœurée. Moi, je suis née pendant la guerre. J'ai vécu en Algérie. J'ai vécu les premiers attentats en Algérie. J'ai vécu des moments très compliqués, très difficiles. J'ai le souvenir des bombes à Paris où on descendait dans les caves, etc. Toutes ces petites personnes-là qui critiquent tout le monde, elles feraient bien d'apprendre aussi ce que c'est que la difficulté. Parce qu'elles vivent bien peinardes. Hein. Voilà, donc quand tu vis ça, après, tu as un recul et puis tu dis, voilà. Et de dire les choses, ça dérange. Hein. De dire la vérité, ça dérange. Et voilà, tant pis pour eux. En fin d'ouvrage, pareil, on va revenir sur cette notion et finir là-dessus. Cette notion de terre-école, hein, parce qu'on a souvent mis en exergue ces deux philosophies, ces deux écoles de pensée, justement, terre-école, terre-prison. Là, tu nous parles d'une terre-école, celle de l'ego du mental, et de ce fameux cycle de 25 000 ans, divisé en 12 sous-cycles correspondant aux 12 signes du zodiaque. Tu nous dis de ne jamais oublier que l'être est cosmique avant d'être terrestre. L'école humaine débute d'ailleurs par le Sagittaire, des cycles distribués d'une manière assez simple. L'humanité va vivre sous influence vibratoire de ce signe pendant 2091 ans et des poussières. Puis l'on passe au Scorpion, ensuite à la Balance, à la Vierge, ensuite le Lion, le Cancer, le Gémeaux, le Taureau, le Bélier, le Poisson, le Verseau et le Capricorne. Et visiblement, notre humanité, nous, pour la plupart d'entre nous descendants de ces fameux Poldar, on a pris un retard considérable en ayant été de mauvais élèves. Les pires depuis que l'humanité existe, tu dis. Oui, dans toutes les civilisations antérieures, anciennes, très anciennes, c'est la première école qui est si mal fonctionnée. Et regarde, il y a donc
les poldars, c'était l'ère du bélier. Quand tu regardes ce qui se passe dans les poldars, hein, d'accord, on roule en char, en avion et en machin, mais c'est tuer, 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 tuer. Donc, ils savent faire que ça. Hein. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas appris la leçon. Et c'est pour ça que l'univers s'est mis en mouvement, va apporter ça va se faire, les choses vont changer, ils vont être obligés de changer. Et c'est ça qui est rassurant. Donc, il faut rester positif. Tu regardes ça, tu envoies la lumière et tu dis, bah, écoutez, quand vous aurez fini, hein, c'est un peu comme des gamins qui disent, vous êtes fait mal, ben tant pis pour vous. C'est ce que je disais quand ils étaient petits. Ne jouez pas avec ça, vous allez vous faire mal. Je faisais mal, non, j'ai mal. Ben écoute, tu t'es puni tout seul. Voilà. Notre civilisation, depuis ces 15 000 ans, est la pire qui ait existé sur cette planète. Quand grandirez-vous, homme de peu de foi? Quand nos regards font le tour de la planète, nous constatons des guerres partout, en Ukraine, en Israël, en Palestine et au Liban, en Afrique, en Afghanistan, en Corée, en Amérique du Sud. Le monde entier est en guerre. Pourquoi? Alors que c'est tellement simple de se dire qu'on s'aime et que de se lever le matin au lever du soleil, et puis même s'il pleut, on dit bah oui, la Terre a besoin de flotte. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a des catastrophes, mais et c'est vrai qu'il faut être là près des gens, de les aider, de les accompagner. Mais bon, encore une fois, on a oublié que la Terre avait elle aussi ses pulsions, ses colères et qu'elle devait être respectée, et elle se révolte et elle se sert du caractère fondamental des hommes, et ce caractère actuellement, il est emmêlé, c'est œil pour œil, dent pour dent, je me venge, je tue, la conquête, le pognon, la réussite, voilà, tu vois. Donc, cette fameuse loi du talion. Voilà, c'est ça, œil pour œil, dent pour dent, tu m'as fait ça, je te fais ça, etc. Alors comment veux-tu que... Mais encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, même s'il y a encore, il faut toujours avoir la contradiction. C'est pour ça d'ailleurs que quand on me demande de faire des conférences, j'en fais pas, parce que chaque fois que je me trouve dans une salle de conférence, il y a toujours l'avocat du diable qui vient te lancer une réflexion comme ça, seulement comme si elle me permet de voir la personne dans sa totalité. Quand je suis agressée, je te la démonte devant 600 personnes en 2 coups de cuillère à peau. Et j'aime pas faire ça. C'est pour ça que je veux pas de télévision. C'est pour ça que je veux pas de machin, parce que tous les interviews que je peux faire, hormis les questions toi que tu poses qui sont pertinentes, je ne veux pas assister à ça, parce que il y a des choses que je gère pas, tu vois, mais je ne peux pas. Chaque fois que je me suis trouvée avec des personnes qui venaient protester contre ce que tu dis, je la déshabillée en un rien de temps. J'en témoigne, ils sont nombreux à vouloir te contacter. D'ailleurs, grande question, on y revient parce que je sais que je vais encore me faire harceler. Comment peut-on faire pour éventuellement s'entretenir avec toi, avoir une consultation, échanger avec toi? Alors, j'échange plus, je fais des consultations sur demande, je travaille par WhatsApp. Donc, il faut tenir Francky, son téléphone à Francky, en laissant un message pour demander un rendez-vous avec Alexian, mais en sachant qu'il y a tellement de demandes que je ne peux pas répondre à tout le monde tout de suite, il faut être très patient. Et que jusqu'à quand, quoi, hein, mon boulot aussi, c'est de réveiller des personnes qui ont des capacités d'ouverture. Et tu m'as envoyé plusieurs personnes, d'ailleurs, qui sont vont voir et qui sont absolument magnifiques, qui ont un potentiel qui va permettre d'ouvrir et de prendre en charge autrement, parce que chacun a sa technique pour avancer les messages et la communication, mais qui sont là pour aider à la transformation. Ce sont des proches que je t'ai envoyés, hein, Alexis, hein, parce que sinon, tu te serais fait littéralement envahir ton répondeur, je pense. Alors, quid de ce fameux numéro? Est-ce qu'on peut le mettre à disposition des gens ou éventuellement envoyer vers une boîte mail? Ce serait peut-être plus simple. On envoie une boîte mail, la boîte mail que tu as, éventuellement. D'accord, on la mettra en description, les amis. Voilà, c'est ça. Ou alors mon éditeur. Parce que, voilà, c'est Helios ou Pixos, tu vois. Et il me renvoie les messages et les demandes écrits à l'éditeur, tu vois.
Et en fonction de ce que je ressens, je réponds ou je réponds pas parce que il y a des personnes, je réponds pas. Ouais. T'as très bien compris pourquoi. Parce que je sais qui elles sont. Voilà. Ou par manque de temps aussi, parce que tu es débordé. Hein. Ne prenez pas forcément ça au Par pied de la manque de lettre. temps, encore une fois, en sachant encore une fois que les trans me fatiguent terriblement parce que quand je suis... Bon, même si tu vois, là, on est en train de discuter, etc., mais si, en fonction des questions qui sont posées, je pars dans un autre état de conscience, il faut savoir que là, tu vois, je te parle, mon cœur est à 70 pulsations minutes. On a fait des expériences avec des Toubis parce que je voulais comprendre ce qui se passait. 70 pulsations minutes, quand je pars dans cet état de conscience différé, mon cœur monte à 180 pour redescendre en trans, donc à 50, donc je suis en état d'hibernation. Et pendant 20 minutes, je suis dans cet état d'hibernation où on parle, on se sert de ma voix, mais ce qu'on dit, je sais pas. Je sais jamais, je reviens de ces trans, je sais pas ce qui a été dit. Tu vois, c'est vraiment le message pour la personne. Donc, je peux pas faire ça indéfiniment. Je le faisais avant parce que j'avais l'âge pour le faire. J'avais 44 ans, 45 ans. Maintenant, il y a 40 ans. Je suis une vieille bique. Je te remercie, Alexis. Alors, on vous le rappelle, l'ouvrage L'Atlantide, Is la sacrifiée aux éditions Helios, disponible depuis quelques semaines, hein, voire plus d'un mois d'ailleurs. On vous rappelle qu'il y a énormément de chapitres qui n'ont pas été vus. Hein. J'ai été très exhaustif au niveau des citations comme d'habitude. J'ai dévoré l'ouvrage. Je vous invite à vous le procurer. Vous pourrez ainsi peut-être aussi voir d'autres étapes qui n'ont pas été indiquées au niveau de la chronologie. Hein. La préparation du spectacle, la décision finale sur le volcan, la fête qui bat son plein, le début de la fin. Il y a une petite histoire aussi à la fin sur la légende de Nicolas, roi de l'Atlantide, avec les illustrations aussi de Francky, dont tu as parlé en début d'émission. Énormément d'autres chapitres en amont aussi. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été présente parmi nous. C'était encore une fois un plaisir, une immense joie. J'ai beaucoup de gratitude. Moi aussi, j'ai de la gratitude pour toi parce que tu transmets aux autres et plus on est à être dans le même mouvement et plus c'est rassurant, tu vois. Donc, je te remercie aussi infiniment. Vraiment. Je te fais des gros bisous. Bisous, Alexis. www.mdecine.com pour nous rejoindre sur la plateforme des thérapeutes holistiques et quantiques. On vous dit à très bientôt. Ciao, bye.